Avec vous sur Sud Radio, chaque matin à 10h30, je donnerai la parole à une personnalité engagée sur un sujet qui nous concerne tous, une personnalité qui a un message à nous faire passer. Aujourd'hui, c'est Alain Bentelila. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Alain Bentelila, vous êtes linguiste, vous êtes professeur à l'université Paris-Descartes. Il y a quelques jours, vous avez publié une tribune dans le Figaro Vox pour attirer notre attention sur le fait, pour alerter ce que vous faites inlassablement depuis de nombreuses années, sur le lien entre le manque de mots, la pauvreté du vocabulaire et la violence chez les jeunes. Alors je rappelle que vous avez publié une vingtaine d'ouvrages. Le dernier s'intitule La joie d'apprendre ensemble, 150 activités ludiques pour cultiver le langage et le plaisir de lire, c'est chez First Édition. Et c'est vrai qu'on est saisi à chaque fois par la jeunesse des jeunes qui sont, enfin de ces hommes qui sont impliqués dans des faits divers dramatiques comme celui évidemment de Conflans-Sainte-Honorine. Et cette violence, vous y voyez un lien avec la pauvreté de leur expression, de leur vocabulaire. Alors, il serait un peu simple d'établir une corrélation directe et immédiate entre le manque de mots et la violence. Ce n'est pas si simple, évidemment, parce qu'il y a des taiseux qui sont éminemment violents et il y a des bavards qui sont tout à fait pacifiques. Mais ce qui est vrai d'abord, c'est que nos enfants et plus tard nos adolescents, puis les adultes, manquent de mots. Une preuve évidente, c'est qu'à l'entrée au cours préparatoire, donc à 6 ans, nous avons fait une enquête il y a 3 ans sur 1000 élèves entrant au cours préparatoire, et sur ces 1000 élèves, les 20% qui ont le moins de mots, on a environ 250, et ceux qui en ont le plus, on a environ 1850-1900. Ce qui veut dire que le rapport entre les démunis du vocabulaire et les nantis du vocabulaire est d'environ 1 pour 8. Et vous comprenez bien, Valérie, que on ne dit pas le monde de la même façon quand on a 250 mots, quand on en a quasiment 2000. Non seulement on ne dit pas le monde, mais on ne le reçoit pas de la même manière. C'est-à-dire que la pénurie de vocabulaire, c'est aussi la faiblesse d'esprit, c'est-à-dire la crédulité. On ne se bat pas contre le mensonge et la manipulation quand on a une langue faible. Et d'autre part, chose très importante que vos éditeurs doivent savoir, c'est qu'on n'apprend pas à lire de la même façon quand on a peu de mots et quand on en a suffisamment. La lecture en pénurie de mots, quand on n'a pas de mots, suffisamment de mots, la lecture est une lecture sans sens, c'est-à-dire qui est une lecture d'oralisation et de déchiffrement systématique qui ne peut pas faire de sens. Et donc, si vous voulez, les conséquences de cette faiblesse de la langue, de cette faiblesse du vocabulaire, sont quelque chose qui est reconnu aujourd'hui et que la recherche a démontré de façon très claire. Ça, c'est une chose que je pense extrêmement importante. Après, quel est le lien entre cette pénurie de mots, cette faiblesse du vocabulaire et puis la violence? La violence, c'est aussi l'incitation à la violence. Et je viens de dire que quand on n'a pas les mots pour résister, on est crédule, on est vulnérable. Et par conséquent, sur ces réseaux sociaux, qui sont des tables ouvertes pour les manipulateurs, ceux qui ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir dire non quand il faut dire non, pour pouvoir démontrer la fausseté des affirmations et des propositions, ceux-là sont effectivement plus enclins à faire ce qu'on leur dit de faire. La deuxième chose, c'est que la violence n'est pas directement liée à la faiblesse de la langue. Il faut bien se dire une chose, c'est que la violence, la langue, ça sert à s'expliquer. La langue sert à s'expliquer, c'est-à-dire que, voilà, là je suis devant vous, j'essaye d'expliquer les choses. J'essaye de l'expliquer à des gens que je ne connais pas, d'ailleurs, je ne les vois pas, mais j'essaye, je mets tout ce que j'ai en ma possession pour leur expliquer ma pensée, pour faire passer ma pensée dans leurs intelligences singulières. Et donc, quand je fais cela,
évidemment, je n'ai pas envie de me battre. Et la langue, ça permet de différer le passage à l'acte. Quand on s'explique, quand on ouvre son territoire aux autres et qu'on s'ouvre le territoire aux autres par la langue qui est un outil pacifique, alors, même si on s'insulte... Hein, oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a de la haine aujourd'hui dans les débats, la parole ne fait pas qu'apaiser, il y a une violence de la parole, mais j'aime mieux qu'on s'insulte plutôt qu'on décapite. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, est-ce que... je préfère qu'on s'insulte. Oui. Je préfère qu'on se dise les choses. Je ne t'aime pas. Et d'ailleurs, la parole n'est pas faite pour être adressée à ceux qu'on aime. La parole, à mon sens, si j'oserais dire que la parole est d'abord faite pour s'adresser à ceux que l'on n'aime pas et qui vous le rendent bien. Parce que c'est avec eux qu'on a besoin de la parole. Ce n'est pas celui avec qui vous vivez, pardon, depuis 20 ans ou 30 ans, que la parole est essentielle. Parce qu'il y a justement un code qui se passe entre ces personnes qui ont très peu de vocabulaire, qui se comprennent entre eux avec ce petit nombre de mots. Mais quand il s'agit de sortir du groupe, c'est là où ça devient plus compliqué. C'est exactement ça, Valérie. C'est exactement ça. La connivence permet de parler à bas bruit, c'est-à-dire avec très peu de moyens. La connivence, ça permet effectivement d'utiliser le « cela va sans dire ». Mais ça ne marche qu'avec ceux avec qui on est en connivence. Dès l'instant où on s'adresse à ceux qui sont en dehors du groupe et qu'on a à s'expliquer, parce qu'on a à s'expliquer, on est dans une cité, on a besoin à un moment donné ou à un autre de parler à quelqu'un qui n'est pas de ce groupe-là. Où est-ce qui a failli et à quel moment on a failli, ou l'école? Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait des enfants qui aient 250 mots de vocabulaire et d'autres qui en aient 2000? Ça vient de la famille, ça vient de l'école, ça vient de quoi? Ça commence très tôt. Hein, ça commence très tôt. Il est clair que c'est dès le plus jeune âge, vraiment le plus jeune âge. Hein, moi j'ai l'habitude de dire que l'enfant, dès qu'il vient au monde, est un être de langage et par conséquent, il va essayer. Il commence par essayer de comprendre parce que c'est une question de survie et ensuite, il va commencer à apprendre pour pouvoir s'exprimer. Mais cette pénurie-là exige qu'en face de lui, il ait des adultes qui soient des médiateurs à la fois bienveillants et à la fois exigeants. Et exigeant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, un enfant a besoin que sa mère, parce que et je dis sa mère, hein, pardon, c'est pas parce que le père n'a pas d'importance, mais parce que c'est la mère qui porte cette parole-là. À un moment donné, la mère lui dira « Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. » C'est-à-dire qu'elle va faire cet acte essentiel pour l'apprentissage du langage, qui est de dire ta tête et ma tête ne sont pas les mêmes. Il y a ton intelligence et la mienne. Tu sais des choses que je ne sais pas, je sais des choses que tu ne sais pas, et le langage est fait pour ça. Et donc lui faire comprendre, quand il raconte une histoire, qu'on n'a pas compris ce qu'il a dit, non pas en lui disant tu es un crétin ou une crétine, mais en lui disant je brûle de te comprendre. Rien n'est plus important pour moi que de te comprendre. Et rien n'est pire que de lui faire croire qu'on l'a compris quand on ne l'a pas compris. Et donc, si vous voulez, ça commence à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'un enfant a la chance ou pas d'avoir en face de lui la bienveillance et l'exigence. Parce que la bienveillance toute seule, ça ne sert pas à grand-chose, n'en déplaise à certains qui font de l'attachement le centre quand même de l'apprentissage. Non,
l'attachement sans l'exigence ne sert pas à grand-chose, en tout cas pour l'apprentissage du langage. Pardon, Alain Bentelula, comment on en arrive à des individus qui, à 16, 14, 16, 18 ans, n'arrivent plus à communiquer, n'arrivent pas à communiquer, et encore une fois, c'est pas une excuse qu'on trouve, mais comment on en arrive à cette violence aujourd'hui avec ces jeunes-là, et qu'ils soient dans une telle insécurité linguistique. Vous employez ce mot d'insécurité linguistique. Ouais. Hein. C'est encore autre chose, Valérie. Ce qui se passe, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les jeunes, adolescents, jeunes adultes, ne savent plus qui ils sont, et je devrais plutôt dire d'ailleurs, ne savent plus qui ils sont. Ne savent plus qui ils sont. C'est-à-dire qu'il y a une impression de n'être rien, qui est une panique absolue. Il y a une impression de n'être rien parce que lorsqu'on n'est pas capable de de tracer sur les autres, c'est-à-dire de faire rentrer dans la tête d'un autre une pensée qui est la mienne, lorsqu'on n'est pas capable de le faire, alors on a l'impression de ne pas exister, de ne servir à rien. Et cette impression de néant, cette impression de n'être rien est évidemment une impression terrible qui fait que, comme on n'est rien et qu'on ne laisse pas de traces, et que ne pas laisser de traces, alors que, comme tous les hommes, ces jeunes savent qu'un jour ils ne seront plus, se dire qu'il ne restera rien de moi. Je ne suis rien, il ne restera rien de moi. Et plutôt que de ne laisser aucune trace, mieux vaut meurtrir, mieux vaut laisser des marques de douleur et de violence, voire évidemment tuer. Meurtre. La meilleure preuve de l'existence. Vous concluez votre tribune en disant aux parents dites stop aux écrans et puis regardez votre enfant dans les yeux, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Les solutions, c'est quoi? C'est la décision qui a été prise, et c'est une chose pour laquelle vous militiez depuis quelque temps, de commencer la petite école plus tôt. C'est une des pistes, parce que la famille ne peut pas tout, surtout dans des familles où on ne peut pas s'occuper des enfants. Je connais bien Jean-Michel Blanquer, je trouve qu'il fait un travail plutôt remarquable, hein, vraiment, dans des circonstances très difficiles, il fait l'essentiel de ce qu'il faut faire. Et je dirais deux choses. La première, c'est qu'il faut faire un effort considérable sur l'école maternelle. L'école maternelle, c'est le moment où se joue le destin scolaire d'un enfant. On ne peut pas accepter qu'un enfant dès 6 ans voit son destin scellé. Et donc, il faut travailler le vocabulaire, enrichir le vocabulaire. J'ai dit pourquoi. Il faut enrichir la conscience de l'organisation des phrases. Qui fait quoi, où, comment, etc. On ne nomme rien, mais on fait travailler l'enfant sur la mise en scène de la phrase. Avant même de savoir lire, on apprend à comprendre les textes lus par le maître ou la maîtresse. Et on se pose les vraies questions, les bonnes questions, quels sont les personnages, etc. On apprend aussi à communiquer. On communique en voyant ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Tout cela fait la maîtrise du langage. Sans maîtrise du langage, pas d'apprentissage de la lecture. Mais c'est pourquoi je voulais vous entendre ce matin, c'est d'insister sur cette nécessité aujourd'hui de s'intéresser aux plus jeunes enfants, et cette non-maîtrise du langage. Ça fait plusieurs fois, ça fait de longues années que je vous reçois, et vous me racontez à chaque fois des histoires tout à fait saisissantes sur les conséquences de ce manque de communication, cette incapacité à communiquer. Donc il faut alerter, il faut que les parents soient conscients. Valérie, juste une chose peut-être, pardon. Hein, allez-y. Je demande 2 minutes, parce qu'il y a l'école maternelle, et puis il y a aussi, si vous voulez, le deuxième moment névralgique, c'est l'entrée en 6e. Ce sont les 2 moments clés. Si on rate ces moments-là, la scolarité se trouve, et le devenir d'un enfant se trouve très en danger.
Merci beaucoup. Pardon Alain Bentelila, mais on vous réinvitera parce que c'est tout à fait passionnant et intéressant ce que vous dites. Non, Cédric nous dit les pauvres assassins qui n'avaient pas de vocabulaire, c'est bon, tout est pardonné. C'est pas du tout le sens du message pardon, d'Alain Bentelila. C'est au contraire un constat d'échec plutôt qu'une excuse. Merci à vous Alain Bentelila.